Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme la science archéologique, comme toutes les sciences sociales, l'histoire de l'art a longtemps institué une hiérarchisation des sociétés humaines. Cette vision à la fois évolutionniste et diffusionniste a pris la forme au XIXe siècle de ce qu'on pourrait appeler une translatio artis. Suivant ce principe, le principal foyer du génie artistique se déplacerait au fur et à mesure dans l'espace et dans le temps, se portant successivement au cœur des plus grandes civilisations. Athènes, puis Rome, Byzance, les cités italiennes, les Flandres et la France, bien sûr. En 1838, la création d'un nouveau musée au Louvre, constitué de 5 salles au premier étage de la colonnade, consacre la peinture espagnole. L'Espagne du siècle d'or prend enfin place pour la première fois aux côtés de la Renaissance italienne, des primitifs flamands et de la France du grand siècle. À la veille de l'ouverture du musée espagnol, le critique d'art Henri Blaz résume cette nouvelle place inattendue de l'Espagne dans l'histoire de l'art. Jusqu'ici, l'école italienne et l'école flamande ont été les seules dignement représentées au Louvre, écrit-il. Le génie a ses temps, on ne voit guère qu'il pousse un beau matin comme un champignon après la pluie. Et c'est précisément le Louvre qui seul peut conférer ce nouveau statut à l'école espagnole. Henri Blaz poursuit. À ces magnifiques peintures, hier encore en butte à tous les outrages des hommes et de l'air, nous allons donner le Louvre pour demeure. C'est du fond de cet asile inviolable que les chefs-d'œuvre immortels feront désormais rayonner leur patrie, la gloire qui lui appartient. Quant aux grands maîtres, en récompense de leur génie qu'elle adopte, la France leur donnera sa consécration, la seule durable, la seule éternelle. Ainsi, en quelques mois, ce pays, dont l'art était presque unanimement méprisé, considéré jusque-là par nombre d'Européens comme oriental, et donc arriéré, ce pays fait effraction dans l'histoire de l'art. Le dernier roi de France, Louis-Philippe, profite de l'hispaniolisme au sein d'une partie des élites françaises pour réaliser ce projet à la fois politique et artistique. Ce faisant, pendant quelques années, le Louvre accueille plus de tableaux espagnols que le Musée national de Madrid. Ce musée espagnol du Louvre contribue à la formalisation d'une nouvelle école nationale de peinture, recherchée par les amateurs d'art et prisée par les peintres français. Ces œuvres espagnoles semblent ensuite contribuer à la métamorphose de certains artistes français en pionniers du mouvement réaliste. Nous adopterons une méthode simple pour analyser cette expérience unique dans l'histoire des musées. Nous ne présenterons que quelques-unes des 450 toiles réunies dans cette collection en les confrontant aux nombreux commentaires écrits qu'elles ont suscités. Car à cette époque, la peinture est d'abord et avant tout perçue à travers des mots dans la presse et non à travers l'œuvre originale ou même sa reproduction auquel peu d'individus ont effectivement accès. Cette approche par les œuvres et les mots pour les dire permettra, gageons-le, d'éclairer les différentes dimensions de ce musée qui ouvre ses portes 10 ans durant et qui s'inscrit à sa manière dans la mission civilisatrice française confiée au Louvre au XIXe siècle. Le Louvre accueille des œuvres espagnoles bien avant l'inauguration du Muséum central en 1793, à l'instar
de ce portrait de l'infante Marie-Antoinette de Habsbourg, âgée de 3 ans, commandé en 1654 par sa tante Anne d'Autriche, avec 19 autres effigies des membres de la famille Habsbourg, pour décorer le cabinet des bains de la reine. On a longtemps cru que l'auteur de ce tableau était Diego Velázquez, le portraitiste officiel de Philippe IV, le père de l'infante. Les critiques ont ensuite considéré qu'il s'agissait d'une œuvre de son atelier. On pense aujourd'hui qu'il a été réalisé par le gendre de Velázquez, Juan Bautista Martínez del Mazo. Cette œuvre, exposée actuellement dans la Galerie du Temps du Louvre-Lens, donne à voir les liens privilégiés qui unissent les couronnes françaises et espagnoles. La commanditaire, la reine Anne d'Autriche, elle-même ancienne infante d'Espagne, fille de Philippe III, et l'épouse de Louis XIII et la mère du futur Louis XIV. Louis XIV qui épouse en 1660 sa cousine, l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse. Et son petit-fils, le duc d'Anjou, devient en 1700 roi d'Espagne sous le nom de Philippe V. Cette période recouvre peu ou prou une séquence d'expansion culturelle hispanique en Europe, au cours de laquelle les couronnes françaises et espagnoles sont intimement liées. C'est précisément dans cette filiation que le roi des Français, Louis-Philippe, entend s'inscrire au milieu des années 1830 en réactualisant les anciens liens de parenté entre les deux familles royales. La mère de Louis-Philippe, Marie-Adélaïde de Bourbon, s'était exilée à Barcelone, puis à Figueras, et enfin aux îles Baléares, entre 1797 et 1814. Louis-Philippe lui-même fuit la France en 1793, alors que son père, Philippe Égalité, cousin de Louis XVI, est guillotiné. Un an auparavant, Philippe Égalité avait vendu son extraordinaire collection d'art au banquier belge Walckers. Certains ont vu dans la galerie espagnole de Louis-Philippe une forme de revanche ou de réparation de cette perte en 1792. Louis-Philippe, au cours de son exil, a séjourné en 1798-1799 dans la colonie espagnole de Cuba, où il a appris la langue castillane. Il épouse ensuite en 1810 Marie-Amélie de Bourbon-Cécile, cousine du roi Ferdinand VII et nièce de Charles IV d'Espagne. Après le déclenchement de la guerre d'indépendance espagnole contre la France du Premier Empire, Louis-Philippe décide de s'installer à Cadix entre juin et octobre 1810. En effet, le jeune Louis-Philippe caresse à ce moment-là des vues sur le trône espagnol et offre ses services aux Cortés, l'assemblée de la cité, pour prendre les armes contre les armées napoléoniennes. Il se proclame même infant d'Espagne et écrit sans sourciller aux Cortés le 30 septembre 1810 « Je ne suis venu ici que pour servir dans les rangs espagnols. J'ai demandé à être espagnol, parce que ma conscience me dit que je suis digne de ce beau nom, comme j'en ai déjà témoigné le désir dans maintes occasions. » À ce moment-là, les Britanniques qui contrôlent Cadix réfrènent ces ardeurs. Et avant de quitter l'Andalousie, Louis-Philippe, tout de même, aurait admiré les peintures de Zurbarán de la chartreuse de Jerez de la Frontera. On peut penser que le futur roi français a été très marqué par cet épisode et qu'il aura, par la création de son musée espagnol, voulu rendre hommage au peuple qui a résisté et contribué à la perte de son opposant politique, Napoléon Ier. De retour en France, il s'applique à entretenir des liens avec la couronne espagnole, par exemple en mariant à l'infante espagnole son fils Antoine, devenu, après sa naturalisation espagnole, Antonio d'Orléans, infant d'Espagne. L'expérience de Louis-Philippe dans la péninsule ibérique, comme les liens étroits entre les couronnes de France et d'Espagne, inspire puissamment son projet muséal. C'est du moins ce que laisse penser le soin avec lequel il localise sa nouvelle galerie, au Louvre, à proximité des appartements d'Anne d'Autriche, dans des pièces du musée qui correspondent exactement à l'ancienne suite décorée en 1722 pour l'infante Anna Maria Victoria,
la princesse espagnole qui était promise au jeune Louis XV avant d'être disgraciée et renvoyée en Espagne. Le portrait de l'infante décorant le cabinet des bains de la reine était par définition inaccessible au public, contrairement à ce jeune mendiant de Bartolomé Esteban Murillo. Il s'agit de la première acquisition importante d'une œuvre espagnole, achetée en 1782 par le peintre Jean-Baptiste Pierre Lebrun. Le tableau intègre la collection de Louis XVI avant d'être exposé au Louvre dès 1793 au sein des collections de l'école italienne. Dans le coin d'une chambre sale, un jeune garçon en lambeaux, les pieds nus, noircis par la poussière, s'épouille à même le sol. Avec ce jeune mendiant, les visiteurs du Louvre découvrent la peinture espagnole, dont la plupart des œuvres des XVIe et XVIIe siècles sont alors conservées dans les monastères, les églises et les palais aristocratiques. Le public se familiarise également avec un nouveau sujet, la pauvreté, représentée crûment sur des toiles aussi vastes que les chefs-d'œuvre magnifiant la figure du prince et les champs de bataille. Le critique Charles Blanc soulignera à la fin du XIXe siècle ce qu'il considère comme une des caractéristiques de la peinture espagnole. Il peigne avec complaisance et avec passion la misère, la lèpre, les mendiants enguenillés et jusqu'à la vermine. Tout leur paraît également digne des splendeurs de leurs chauds coloris, et l'on dirait même qu'ils préfèrent le côté souffrant, triste et misérable de l'humanité. On retrouve en effet le motif du mendiant à plusieurs reprises dans la collection de la Galerie espagnole, avec notamment la toile de Goya intitulée Lazarillo de Tormes, un personnage du roman picaresque du XVIe siècle. En 1837-1838, au moment de l'inauguration de la Galerie espagnole, les critiques français interprètent cette focalisation des artistes espagnols sur les mendiants et leur sublimation comme une manifestation du caractère plus égalitaire de la société espagnole. À la suite du jeune mendiant, le musée acquiert 5 autres tableaux espagnols. Puis, le Louvre révolutionnaire, rebaptisé Musée Napoléon, promeut un nouveau projet, collecter et exposer des richesses artistiques du monde entier. Les élites françaises s'inspirent alors de la théorie de Winkelmann, l'historien de l'art, soulignant le lien primordial entre l'art et la liberté. Paris sera la nouvelle Athènes, capitale universelle des arts et de la démocratie, en accueillant toutes les œuvres du monde, y compris des tableaux espagnols. Tout commence fin 1808, avec Dominique Vivant-Denon, conseiller artistique de Napoléon Ier et directeur du musée du Louvre. Il accompagne alors l'empereur au cours de son voyage en Espagne, à la suite de l'invasion française de la péninsule ibérique. Vivant-Denon découvre alors l'infinie richesse des arts espagnols dont il souhaite enrichir le Louvre. Les soldats français saisissent alors de nombreux tableaux, des exactions contre lesquelles lutte le nouveau roi d'Espagne, le frère aîné de l'empereur, Joseph Bonaparte, qui est passionné par l'art baroque espagnol. Dominique Vivant-Denon finit tout de même en 1812 par obtenir 50 tableaux espagnols, qui n'ont pas le temps d'ailleurs d'être exposés avant la première chute de Napoléon en 1814. Ces toiles sont restituées au gouvernement espagnol en 1815. On peut penser que la Galerie espagnole vient contrebalancer 20 ans plus tard cette restitution forcée du trésor de guerre napoléonien. Le premier bénéficiaire de ces prédations est aussi leur principal organisateur, Jean de Dieu Soult, qui s'empare de près de 200 tableaux, dont des toiles de Murillo, Zurbarán, Velázquez et Goya, à l'Alcazar, qui abritaient les saisies napoléoniennes effectuées dans les églises, les couvents et les collections privées. Seuls quelques happy few, comme Eugène Delacroix ou Prosper Mérimée, peuvent admirer ces toiles, cette extraordinaire collection privée du général Soult, conservée dans le château qu'il a fait édifier dans son village natal du Tarn. Cette collection,
aura sans doute exacerbé le désir de Louis-Philippe d'en posséder une tout aussi riche. Cette rivalité entre Soult et Louis-Philippe explique peut-être pourquoi le Louvre refuse d'acheter à prix d'or les tableaux espagnols proposés par Soult en 1823 et 1835. Ces premières collections privées de peinture espagnole témoignent enfin de l'évolution du marché de l'art. Un marché de l'art en quête de nouvelles écoles, de nouveaux maîtres, moins connus, moins recherchés et plus abordables que les grands peintres italiens, flamands et français désormais introuvables ou hors de prix. Le jeune mendiant de Murillo accède finalement à une reconnaissance publique au-delà du périmètre du Louvre lorsqu'en 1833, le magasin pittoresque reproduit ce tableau sous forme de gravure. Dès lors, cette toile souvent surnommée le Petit Pouilleux suscite l'engouement des artistes français. 77 copistes sont enregistrés par l'administration du Louvre pour la courte période de juin 1851 à décembre 1853 pour ce seul tableau. Bonvin, Fantin-Latour, Carpeaux, Cézanne s'en inspirent ensuite et en 1852, Gustave Courbet rend le plus bel hommage au caractère révolutionnaire de ce tableau. Vous êtes de ceux qui croient que je fais de la politique en peinture. Je fais des casseurs de pierre. Murillo fait un casseur de poux. Je suis un socialiste et Murillo un honnête homme. C'est incroyable, écrit Gustave Courbet. Alors, qui le premier a émis cette idée de musée espagnol ? L'écrivain et archéologue Prosper Mérimée exprime très tôt la nécessité pour la France d'acquérir des toiles espagnoles. Après avoir visité le musée royal de Madrid en 1830, il déplore que les Français n'aient pas rapporté plus de chefs-d'œuvre 20 ans auparavant. Bien souvent, les Espagnols, en vous montrant leur riche collection de tableaux ou leur magnifique bibliothèque, soupirent et vous disent tristement « Hélas, nous n'avons plus rien, les Français ont tout emporté ». Moi, je trouverais plutôt que les Français ont eu le tort de laisser tant de trésors d'art qui, souvent, ne sont pas estimés à leur juste valeur par leurs légitimes propriétaires. 3 ans après Mérimée, le critique d'art Louis Viardot formule le projet d'un musée espagnol à Paris. Il publie en décembre 1834 dans la Revue républicaine un article sur le musée du Prado, ouvert en 1819. Il y stigmatise le conformisme chauvin et l'académisme des artistes et des critiques français qui ignorent totalement l'Espagne. Viardot appelle à la création immédiate d'un musée d'art espagnol à Paris. Et pour ce faire, il suggère d'envoyer une mission scientifique en Espagne et d'instaurer une commission afin d'acquérir des œuvres et de promouvoir les échanges artistiques entre les deux pays. Pour Viardot, la France doit faire très vite et tirer profit du désordre qui règne alors en Espagne. Et le gouvernement français entend lui aussi profiter de ce chaos politique déclenché par la mort de Ferdinand VII en septembre 1833. En effet, la disparition du roi d'Espagne, sans héritier mâle, laisse le trône vacant et déclenche une guerre civile entre les carlistes légitimistes partisans de Don Carlos, le frère de Ferdinand VII, d'un côté, et de l'autre, les défenseurs de la régence de la reine Maria Cristina. Louis-Philippe fournit au printemps 1835 des armes et des munitions aux Cristinos, les libéraux partisans de la régente, précisément au moment de la création de la mission artistique qui doit récolter des œuvres en Espagne pour le compte du roi des Français. Car Louis-Philippe souhaite tirer profit de la décision de la régente d'Espagne de supprimer en 1835 les congrégations religieuses. Car dès lors, les biens ecclésiastiques circulent massivement sur un nouveau marché de l'art totalement anomique. Il semble que Louis-Philippe ait confié le soin d'organiser cette mission spéciale et la collecte de ses œuvres d'art à l'un de ses plus proches collaborateurs, Marthe Camille Bachasson, ministre de l'Intérieur et donc
des Beaux-Arts. Celui-ci constitue l'équipe de choc qui se rendra sur place en ces temps de guerre civile. Il sollicite l'aide d'Alphonse de Cayeux, directeur adjoint des musées nationaux, qui remplace à la tête du Louvre le comte de Forbin, malade, et a sans doute suggéré le nom de son bon ami Isidore Taylor pour prendre la direction de cette mission. Le baron Taylor est le commissaire royal du théâtre français. Il a étudié la peinture, a été l'aide de camp du général d'Orsay pendant l'intervention militaire française en Espagne en 1823. Taylor retourne en Espagne en 1826 avec ses deux comparses, les peintres Adrien Dauzat et Pharamond Blanchard. Blanchard, installé à Madrid depuis 1826, est celui qui connaît le mieux le terrain espagnol. Il maîtrise la langue castillane et les réseaux artistiques espagnols. Pharamond Blanchard affectionne tout particulièrement les bandits de grand chemin, comme en témoigne cette toile réalisée en 1829, intitulée « Les contrebandiers ». Une toile prémonitoire représentant une poignée d'aventuriers en quête de trésors à transporter clandestinement. 6 ans plus tard, Pharamond retrouve la petite bande pour effectuer l'un des casses du siècle. Acquérir en quelques mois au meilleur prix le maximum de toiles de maîtres espagnols. Pendant 1 an et demi, entre novembre 1835 et avril 1837, les 3 hommes parcourent l'Espagne, sous une couverture, comme des agents secrets. Officiellement, ils écrivent et dessinent le nouvel opus du voyage pittoresque en Espagne. Officieusement, ils effectuent de nombreux repérages, puis acquièrent 430 tableaux pour la modique somme de 1 275 498 francs. Pharamond Blanchard fait sans doute office de fixeur. Il a précédemment travaillé au service du célèbre José de Madrazo, peintre de la chambre du roi Ferdinand VII, qui a lui-même vendu des toiles au baron Taylor. Madrazo introduit ensuite les envoyés de Louis-Philippe auprès des principaux collectionneurs espagnols. Et à quelques exceptions près, la mission Taylor acquiert les tableaux non auprès des monastères et des couvents, mais par l'intermédiaire des marchands d'art comme Antonio Bravo, des peintres tels José Bueno ou encore des aristocrates collectionneurs comme le duc de Híjar. Ensuite, comment transférer ces œuvres à Paris et au Louvre ? Avec les guerres carlistes, la frontière pyrénéenne est devenue infranchissable. Cette mission périlleuse n'aurait pu être menée à bien si l'Espagne affaiblie n'avait pas été dépendante du royaume de France à ce moment précis. En 1823, la France avait déjà envoyé l'expédition des 100 000 fils de Saint-Louis. Ces troupes avaient occupé l'Espagne pendant 5 ans afin de protéger le pouvoir absolu du roi Ferdinand VII. L'Espagne est ensuite au bord de la banqueroute, très endettée auprès des banques françaises et anglaises. Le gouvernement hispanique n'est pas en mesure d'empêcher les Français de mener à bien cette mission. Le baron Taylor peut en outre convoyer sa précieuse cargaison par la mer grâce aux vaisseaux de guerre français stationnés dans les ports de Lisbonne, de Cadix, de Barcelone, de La Corogne et de Pasaia. Le ministère de la Marine requiert de tous les chefs de station le transport discret et au fur et à mesure des toiles en France. Mieux, sur le terrain hispanique, la mission secrète de Taylor dispose d'un appui tactique car dès la fin juin 1835, la France a envoyé en Espagne la Légion étrangère nouvellement créée. Louis-Philippe a l'intelligence politique de reprendre à son compte ce projet de musée espagnol qui a émergé au sein des milieux culturels parisiens. Au terme de la mission Taylor, il est présenté par ses propagandistes comme un roi généreux, civilisateur et artiste. Louis-Philippe et son missionnaire Taylor, sauveur de l'art espagnol, c'est l'ancienne reprise en chœur par la propagande et la presse orléaniste.
À la veille de l'inauguration du musée espagnol, le dramaturge à la mode Alexandre Dumas contribue à forger cette légende dorée du sauvetage de la peinture espagnole par les Français. Le baron, écrit-il, entre enfin en Espagne, où les lueurs de l'incendie et la flamme de la fusillade lui dénoncent les merveilles qu'il vient y chercher. À peine a-t-il le temps de courir d'une province à l'autre, c'est Saint Francesco que l'on dévaste et dont on brise les sculptures et les vitraux. C'est Sainte Catherine de Barcelone que l'on brûle avec ses Titiens. C'est Saint Augustin de Séville qu'on dévaste sans regret pour ses Murillo. C'est enfin Poblete qu'on incendie avec ses bibliothèques, ses archives d'Aragon, de Catalogne et de Valence. Au milieu de tous ces ravages, les sauvant plus d'une fois par une porte, tandis que les dévastateurs enfoncent l'autre, il recueille une histoire de l'art tout entière. Une partie de la presse justifie l'opération en arguant que les Espagnols sont incapables de conserver des toiles promises à la destruction. Qu'on y songe bien, nous ne les enlevons pas à l'Espagne, mais au néant, écrit le critique Henri Blaz. C'est pourquoi le public parisien appréciera sans doute davantage ces œuvres que les Espagnols. C'est ce que suggère le journaliste du Temps qui affirme que ces tableaux trouveront enfin à Paris des spectateurs capables d'en apprécier le mérite. Les zélateurs de Louis-Philippe rivalisent de talent et de style, tel le médiéviste Achille Jubinal, qui écrit sans ambages que tous ces tableaux, toutes ces sculptures ont été ravis à l'indifférence de leurs possesseurs. Il faut dire que le principal acteur de la mission, le baron Taylor lui-même, est mu sur le terrain par cette même vision péjorative de l'Espagne. Un pays oriental et barbare, peuplé, je le cite, de Sarrasins avides de sang, sans âme et sans cœur, qui ne savent qu'assassiner, ruiner et détruire ce que l'homme a élevé de plus noble et de plus sacré. C'est ce que Taylor écrit à son comparse Dauzat fin août 1835, à la veille de son départ dans la péninsule ibérique. Les journalistes favorables à cette entreprise gouvernementale mobilisent in fine le même argument. L'art est universel et Paris sa capitale mondiale, seul capable de le faire connaître à la planète entière. Le critique d'art Léon Gosselin fait œuvre d'une imagination audacieuse lorsqu'il convoque le point de vue des maîtres espagnols eux-mêmes disparus il y a au moins un siècle et demi. Luis de Tristan, José Ribera, l'Espagnolet, Carduccio, Murillo eussent les premiers ouvert la marche libératrice et dirigé l'émigration jusqu'en France, où, à côté du Poussin, de Rubens et de Paul Véronèse, leurs ouvrages jouiront de l'éternelle et paisible gloire d'être vus, compris, aimés et admirés du monde entier, car Paris, c'est le monde des arts. Les plus fervents partisans du musée espagnol prétendent promouvoir l'idéal universaliste du musée du Louvre contre la vision étriquée des promoteurs du patrimoine national. Henri Blaz ose pousser le raisonnement jusqu'à l'absurde en proposant d'inverser les rôles. Il s'adresse ainsi aux Espagnols. « Nous vous ravissons vos trésors, dites-vous, eh bien, imitez notre exemple. Venez en France, parcourez nos provinces, et si vous trouvez dans quelques châteaux en ruine des toiles de Claude ou de Poussin, emportez-les. Qui vous empêche ? Que les chefs-d'œuvre errants circulent, changent de maître et soient remis sans relâche pour l'enseignement des peuples. » Cette thèse du sauvetage français de l'art espagnol, en fait, a longtemps prévalu, bien au-delà du XIXe siècle, dans l'histoire de l'art française. À l'instar du grand spécialiste du XVIIe siècle, Jacques Tuillier, qui, un siècle et demi plus tard, n'hésite pas à user de la même rhétorique pour justifier cette opération. Il est certain, écrit-il, que beaucoup des tableaux confisqués étaient menacés de disparition pure et simple, que Louis-Philippe ne fut pas seul à les convoiter, et que la galerie espagnole, si elle avait subsisté, aurait conféré à l'art espagnol un prestige international encore plus prompt et plus complet. Or,
nous connaissons aujourd'hui, comme nombre de contemporains, les conditions d'acquisition plus que discutables de ces œuvres. En effet, la mission Taylor, pour le compte personnel de Louis-Philippe, viole sciemment le droit espagnol concernant la conservation des œuvres d'art. Le caractère secret de cette opération s'explique d'abord par sa complète illégalité. Dès 1779, une loi espagnole promulguée par Charles III interdit l'exportation des toiles de maître. Cette législation est ensuite rappelée et renforcée à plusieurs reprises, d'abord par la loi de 1801 sous Charles IV, en réaction aux importations illégales de peintures par Lucien Bonaparte, alors ambassadeur à Madrid. Puis, face au pillage napoléonien, Joseph Bonaparte, le roi d'Espagne, renouvelle cette interdiction en 1810. Et enfin, les Cortés réaffirment cette prohibition en 1836, précisément au moment où Taylor acquiert sur place sa collection. Taylor, comme le gouvernement français, ne peuvent ignorer cette interdiction. Et d'ailleurs, ces acquisitions sont immédiatement contestées par des journalistes espagnols ainsi que des membres de l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando. Ils relèvent que les Français ont volontairement attribué ces chefs-d'œuvre à des petits maîtres ou des artistes méconnus pour minorer leur valeur, qu'ils n'ont pas hésité à faire repeindre certains tableaux pour les maquiller, et que les exécrables conditions de stockage ont détérioré certaines toiles. Ces critiques espagnols ne sont pas du tout sensibles à la vision d'une France désintéressée et universaliste. Elles voient dans la mission Taylor une affaire de gros sous. Au terme de l'opération, Taylor obtient en effet la coquette somme de 46 000 francs, Dauzat 7 000 francs et Blanchard 3 000 francs en contrepartie de leurs loyaux services. Il n'y a plus de Pyrénées pour les croûtes. C'est ce qu'aurait déclaré un visiteur du nouveau musée espagnol, entendu par le journaliste du Constitutionnel en janvier 1838. Le journaliste conclut son article en ces termes. « Le vif intérêt qu'y prennent le public et les artistes impose un examen réfléchi et consciencieux de toutes les médiocrités, de toutes les copies, de toutes les fausses attributions et de toutes les beautés que la collection renferme. » Et la presse antigouvernementale entonne en chœur ce désaveu. La majorité des œuvres seraient de mauvais pastiches, de médiocres copies et des toiles entièrement repeintes où il ne reste plus rien de la pâte originelle. Théophile Thoré, critique d'art, éminent spécialiste de la peinture hollandaise, déplore que les rares chefs-d'œuvre de Murillo, Ribera, Zurbarán ou Cano soient noyés au milieu d'un déluge de médiocrité. Dès son inauguration, donc, un doute plane sur la qualité et l'authenticité des œuvres de la collection constituée par le baron Taylor. Alors, qui serait le responsable de ce fiasco ? N'osant pas attaquer frontalement Louis-Philippe, plusieurs publicistes invoquent le rôle néfaste d'Isidore Taylor. Le journal satirique Le Charivari met en cause ses compétences artistiques. Il n'est personne au monde qui ait une instruction plus superficielle que M. Taylor. M. Taylor est un homme du monde qui a du goût pour les voyages et peu de goût pour la peinture. Alors, bien sûr, il convient de prendre avec des pincettes cet avis émis par un organe peu bienveillant à l'égard de la galerie espagnole. Toutefois, un ami de Taylor, le peintre espagnol Federico de Madrazo, confirme le bien fondé de cette critique, confiant à un de ses collègues « Ces artistes se déchaînent parce qu'ils disent que M. Taylor ne comprend rien aux beaux-arts. Il me semble que même s'il ne comprend pas grand-chose, il a de bonnes intentions et surtout il est très actif. » Certains critiques considèrent que Taylor et donc le roi, son commanditaire, ont dépensé trop peu d'argent pour acquérir de véritables chefs-d'œuvre. Il y avait de la crédulité à croire qu'avec 1 million, on pourrait acheter 442 bons tableaux, écrit le journaliste du Constitutionnel. Le peintre Alexandre Decamps moque dans un journal républicain cette pingrerie qui affecte aussi, selon lui, le musée de l'histoire de France à Versailles, fondé par le même Louis-Philippe.
On est allé au bon marché. On a voulu, ne pouvant payer les bonnes qualités, se retirer sur la quantité. C'est professer un grand mépris pour l'opinion et le jugement du public. En outre, la galerie espagnole souffre d'un grand nombre de mauvaises attributions. Il faut dire que le dispositif muséographique de l'époque alimente les confusions puisque les œuvres ne sont pas identifiées sur les cadres des tableaux ou même sur des cartels accrochés sur les murs. Les premiers experts à visiter la galerie mettent en doute la paternité des œuvres. Un artiste espagnol, sans doute Federico ou Pedro de Madrazo, écrit même une lettre anonyme au roi pour dénoncer ces erreurs systématiques. Aujourd'hui, on considère par exemple que parmi les 84 toiles attribuées à Zurbarán, seulement une vingtaine sont authentiques. Et on dénombre 3 ou 4 véritables toiles de Ribera sur les 27 qui lui ont été attribuées. De même, le journal républicain Le Charivari déplore l'absence d'un authentique Velázquez en dépit de l'annonce triomphale de l'exposition d'un portrait de l'artiste. C'est ainsi que Taylor présente ce tableau en reconnaissant la patte de Velázquez dans la broussailleuse moustache sombre, l'épaisse chevelure ondulée ainsi que le naturalisme du style. Le baron achète ce tableau au peintre britannique Frederick Lewis, qui avait voyagé en Espagne en 1832, mais ignorait presque tout de l'art de Velázquez. La provenance de cette toile, avant la mission Taylor, demeure totalement inconnue. Et son authenticité même est très tôt mise en doute par le Britannique Richard Ford, qui est un expert reconnu de l'art espagnol et qui, dès les premières années de la galerie, émet des doutes. Cela n'empêche pas le fils de Louis-Philippe de sélectionner cette toile douteuse parmi les centaines d'œuvres disponibles après la dispersion de cette collection royale en 1853. Souvenez-vous, il s'agit du duc de Montpensier qui sera naturalisé espagnol quelques années plus tard. Ce tableau rejoint alors sa collection où figurent en bonne place plusieurs toiles de Pharamond Blanchard, l'un des principaux artisans de cette mission secrète. On devine la dimension symbolique de cet achat qui semble davantage célébrer la mémoire du musée espagnol de son père que constituer un réel investissement dans l'achat d'un grand maître du siècle d'or. Aujourd'hui, les historiennes et les historiens de l'art attribuent officiellement ce tableau à Simon Vouet, un peintre français du XVIIe siècle. Un autre tableau suscite depuis un siècle et demi une série de mauvaises attributions. Cette toile, dénommée par Taylor « Portrait de la fille de l'artiste », est alors attribuée au Gréco. Ce peintre d'origine crétoise, installé à Tolède à la fin du XVIe siècle, ne jouit pas encore de la même renommée en France que Ribera ou Murillo. Cette œuvre fascine les visiteurs du Louvre qui admirent ses qualités formelles, lesquelles s'expliquent, selon les critiques, par la folie de l'artiste, ou plutôt par un moment de répit au cours de sa maladie. Léon Gosselin, par exemple, écrit « Le portrait de la fille d'El Greco par son père est également parfait. Il inspirera plus d'un poète qui nous dira aussi l'histoire attendrissante de ce malheureux Theotokopoulos, devenu fou par suite des injustices dont il se prétendit victime. Le portrait de sa fille chérie est sa dernière lueur de raison. Quand il eut accompli ce devoir d'amour, il s'abandonna à son mal pendant lequel il ne cessait de peindre. 2 tableaux faits dans sa folie sont également au musée espagnol. C'est effrayant à contempler. C'est ainsi, nous le savons maintenant, que les fous voient les objets, que la phrénologie en fasse son profit. Les personnages d'El Greco ont la maigreur des squelettes, le teint bleuâtre du soufre en combustion, et ils s'en vont en zigzag. C'est de la peinture tremblée. Tout frissonne, les hommes, les chevaux, les arbres, le ciel. Il ne faudrait pas fixer trop longtemps son attention sur le tableau d'El Greco. Il y aurait danger pour la raison. Mais que sa fille est belle, termine le critique. Alors, la précision de cette analyse quasi psychiatrique
est d'autant plus savoureuse aujourd'hui que nous savons que le Gréco n'est pas du tout l'auteur de ce portrait de femme. Celui-ci est ensuite attribué par l'historienne de l'art Maria Cucheux à la femme peintre Sophonisba Anguissola, hypothèse d'ailleurs reprise par Alissa Luxemburg, tandis que d'autres experts estiment que ce tableau aurait été peint par Juan Pantoja de la Cruz ou même Le Tintoret. L'expert Antonio Garcia Jiménez considère même qu'il pourrait s'agir en fait d'une œuvre contemporaine de la Galerie du Louvre. Le modèle aurait été une comédienne jouant le rôle principal de la pièce espagnole La Juive de Tolède. L'auteur serait le peintre qui a vendu en 1836 ce tableau au baron Taylor, Séraphin Garcia de la Huerta, également restaurateur et marchand d'art, dont le comportement sans scrupule dans l'attribution des tableaux a déjà été souligné par certains articles de l'époque. Cette hypothèse semblait plausible jusqu'à ce qu'en 2019, une analyse scientifique réalisée conjointement par l'Université de Glasgow et le musée du Prado démontre la paternité de l'artiste Alonso Sanchez Coelho, en comparant la configuration des couches de peinture avec celle d'un autre tableau de ce même peintre. Il faut être au Louvre, c'est bien là l'Espagne telle qu'on pouvait se la faire en rêve. L'Espagne avec sa monarchie, sa grandesse et son inquisition. L'Espagne avec ses moines et ses mendiants, l'Espagne avec ses femmes à la longue mantille, délicieusement penchées sur les balcons et ses cavaliers aux plumes éclatantes qui attendent dans la rue un sourire de leur maîtresse, avec ses sérénades et ses prières, ses paysages inondés de flots de lumière et ses cathédrales voilées sous des nuages d'encens. L'Espagne, enfin, avec tout ce qui fait la vie heureuse, belle et grande, la puissance, l'amour et la foi. C'est ainsi que le journaliste Amédée de Céséna célèbre la future ouverture du musée. Sur les 400 toiles de la collection se lit tout un pays qui suscite une nouvelle ferveur au sein des élites françaises. Cette vogue, dénommée l'hispagniolisme, s'empare d'abord des écrivains qui considèrent l'Espagne comme le pays romantique par excellence. Ainsi, en 1830, Prosper Mérimée visite Madrid, dont il loue le musée royal, puis Gautier, Dumas, Victor Hugo et George Sand popularisent le voyage en Espagne. Alors que les philosophes des Lumières réprouvent le royaume obscurantiste de l'Inquisition catholique, les romantiques sont séduits par l'esprit rebelle des Espagnols face aux armées napoléoniennes. Leurs récits racontent une Espagne catholique et picaresque où se côtoient de redoutables brigands, des gitans vengeurs, des danseuses à la pommade, de fiers aristocrates, des morts costumés, des toréadors passionnés. Les peintres de genre comme Dauzat, mais aussi Deodinck ou encore Giraud véhiculent tous ces stéréotypes. De tous les peintres exposés à la galerie, Francisco de Zurbarán apparaît comme l'heureuse découverte des amateurs, celui qui suscite le plus d'éloges. Il faut dire que 20% de la totalité des œuvres exposées sont alors attribuées à Zurbarán. Cette étonnante surreprésentation s'explique moins par un choix du baron Taylor que par le moindre coût et la grande disponibilité de cette peinture religieuse sur le marché à la suite de la fermeture des congrégations en 1835. La plupart des critiques voient dans les toiles de Zurbarán l'incarnation de l'art espagnol. Théophile Gautier loue la puissance de Zurbarán qui transcende les conventions et sublime le moine dans toute son austérité et sa crudité naïve. Gautier est fasciné par ce saint François en méditation. Toute cette poésie sinistre du renoncement, de la mortification et de l'anéantissement que personne n'a comprise à un si haut degré que lui, écrit-il. Cette œuvre, austère et spirituelle, fait sensation. Le moine, aujourd'hui connu comme saint François agenouillé en méditation, réalisé en 1635, représente le saint dans une cellule vide, vêtu d'un habit de laine déchiré et grossièrement rapiécé, l'ombre portée par sa capuche masquant ses yeux.
La bouche entr'ouverte, le personnage serre un crâne contre son ventre, les mains jointes marquées des stigmates, dans une fervente prière, symbole de la méditation sur la crucifixion du Christ. Rien ne distrait le spectateur de la contemplation de ce moine, ni la composition très simple, ni la palette réduite de couleurs sombres, ni l'arrière-plan unifié. Alors que cette œuvre invite le spectateur du XVIIe siècle à la prière, elle évoque sans doute 2 siècles plus tard la littérature gothique dans l'esprit des visiteurs du Louvre, s'encanaillant paradoxalement devant cette œuvre pieuse. Le critique d'art Charles Blanc décrit ainsi la scène. Quand le monde frivole des visiteurs venait se heurter contre cette formidable peinture, placée comme tout exprès au grand jour d'une croisée, il y avait parmi la foule un mouvement de stupeur et presque d'effroi. Les tableaux éclipsent totalement les sculptures polychromes rapportées par le baron Taylor. Et pour cause, ces sculptures ne sont pas exposées avec l'étoile dans le musée espagnol, mais dans une des salles de sculpture du Louvre. Le critique d'art Étienne-Jean de l'Écluse évoque une œuvre en particulier, un Christ coloré attribué à Pedro de Mena. Nous ne savons rien de cette pièce aujourd'hui disparue. Elle doit ressembler à 7 demi-figures du même auteur, Pedro de Mena, actuellement conservées au Metropolitan Museum et intitulées Ecce Homo. Ces sculptures de bois, rehaussées de peinture, frappent les critiques et les visiteurs par leur singularité. Ces œuvres intègrent en effet des matériaux non utilisés par les artisans français, des cordes, des clous, du verre, mais aussi du bois et des vêtements. Cette tradition médiévale a disparu en dehors d'Espagne, supplantée par le goût de la Renaissance italienne pour le marbre nu et le bronze uni. On croit encore, en ce premier XIXe siècle, que la sculpture gréco-romaine était dépourvue de peinture et d'ornements. Dans l'esprit des contemporains, la mise en exergue de la matière traduit une volonté de représenter un idéal épuré de toute scorie. Et les Français découvrent donc en 1838 ces sculptures religieuses espagnoles qui proviennent directement des églises d'où elles étaient sorties exclusivement pour les processions de la Semaine Sainte. Cet usage explique leur poids modeste, mais aussi le choix des couleurs vives, ainsi que leur aspect spectaculaire, identifiable de loin, à l'autre bout des rues étroites des petites villes espagnoles. Avec ce Christ sur lequel le sang coule abondamment, ainsi que ses multiples ecchymoses, Pedro de Mena sublime la souffrance, transmuée pour le spectateur en objet de pieuse délectation. Le naturalisme expressif de sa sculpture doit susciter l'empathie des visiteurs. D'un point de vue esthétique, le réalisme des peintres espagnols constitue pour certains critiques français l'antidote à l'insipidité du néoclassicisme. Théophile Gautier l'exprime avec force. Aucune autre nation n'a moins emprunté à l'Antiquité. Baignée par la Méditerranée et l'océan, séparée de l'Europe par une haute chaîne de montagnes, la péninsule n'a subi aucune influence classique. Et les Maures, en s'emparant après les Vandales et les Goths, ont rompu le fil de la tradition romaine. Les romanceros chevaleresques et mauresques, aussi épiques que l'Iliade, n'en rappellent la forme en aucune manière. Les peintres de Séville n'ont guère d'autres maîtres que la nature, la plupart ignorent les statues et les fragments antiques, et leur robuste amour de la réalité, auquel se mêle le plus effréné idéalisme chrétien, leur constitue une originalité. Cette dimension orientale, voire africaine de la peinture espagnole, inspire aussi, au contraire, les plus vives critiques à son endroit. Le journaliste du Moniteur universel, organe du gouvernement français,
n'hésite pas à comparer les toiles espagnoles à des esclaves d'origine africaine. La première fois que je revis mes nègres, me disait un riche colon qui a vécu 15 ans en Europe, ils me parurent se ressembler à un tel point que je jugeais presque impossible de reconnaître entre eux la moindre différence. Il ne me fallut guère moins d'un mois pour ne plus confondre les individus. On en pourrait dire autant des tableaux dont se compose la galerie espagnole. À en juger à la première vue, on les croirait tous de la même main. De grandes masses d'ombre, un ton généralement sombre et lugubre. Cette analogie entre l'Espagne et le continent noir apparaît aussi évidente pour certains critiques, à l'instar du médiéviste Achille Jubinal, qui déclare tout simplement au sujet des tableaux d'Alonso Cano, exposés au Louvre, « Car l'Espagne, c'est l'Afrique ». Et les Espagnols sont considérés par nombre de commentateurs comme les Turcs de l'Europe, tandis que le baron Taylor les compare, comme nous l'avons vu, aux Sarrasins. Isidore Taylor a une feuille de route apparemment simple. Pour le roi des Français, il doit réunir des tableaux représentatifs de l'école espagnole. Mais existe-t-il réellement une école espagnole ? S'interroge Théophile Gautier au moment de l'ouverture du nouveau musée. Auparavant, on ne parlait pas d'école espagnole, considérant que ces artistes relevaient de l'école napolitaine. Ainsi, un grand peintre tel Ribera était considéré en France comme un pâle imitateur du Caravage. La fondation de ce nouveau musée conduit les Français à formaliser cette idée d'école espagnole. L'histoire tout entière de l'art espagnol est écrite sur les toiles placées dans notre musée du Louvre, écrit Achille Jubinal. Achille Jubinal qui anthropomorphise l'évolution de cette peinture de sa naissance au XIVe siècle à sa disparition au début du XIXe siècle avec Goya. Sur le modèle de la classification de la peinture italienne, le catalogue du nouveau musée établit l'existence de plusieurs écoles provinciales en Espagne, chacune incarnée par une grande figure tutélaire. Madrid et Velázquez, Séville et Murillo, Valence avec Juan de Juanes. L'organisation de la galerie répond à la réputation des artistes. Ribera, le peintre le plus illustre à cette époque, occupe la première salle. La seconde salle accueille les œuvres très nombreuses de Zurbarán. La troisième abrite le peintre des rois, Velázquez. Murillo, Herrera, Cano, Valdés-Leal peuplent la quatrième salle, tandis que les autres artistes sont exposés dans la cinquième et dernière salle. À ce sujet, Janine Baticle et Cristina Marinas, qui ont coécrit une première étude extrêmement précieuse sur la galerie espagnole, proposent une hypothèse stimulante. Cette diversité, associant de très grands peintres à des artistes considérés comme de petits maîtres, aurait fait de cette galerie le premier musée didactique de ce temps. Toutefois, on peut dire aujourd'hui que cette histoire inédite de l'art espagnol résulte sans doute des contraintes extrêmement fortes dans le domaine financier qui s'imposaient à Taylor, plutôt que d'un véritable projet intellectuel. Alors, comment définir cette peinture espagnole ? Pour les commentateurs, le meilleur moyen de la définir est de la comparer avec les deux grandes écoles de peinture. Ainsi, les critiques situent l'école espagnole entre le naturalisme trivial des Hollandais et la beauté idéaliste des Italiens. Mieux, l'école espagnole parvient à articuler cette réalité prosaïque néerlandaise et l'idéalisme poétique transalpin. Ces analyses semblent s'inspirer de l'archéologue Alexandre Laborde, qui, dès 1820, dans son voyage pittoresque et historique de l'Espagne, considère que la peinture hispanique tient l'intermédiaire entre l'école italienne et flamande, plus rapprochée de la nature que la première et plus noble que la seconde, et participe des beautés de toutes les deux. 15 ans plus tard, les romantiques français voient dans cette combinaison inédite entre naturalisme et mysticisme un moyen de bousculer les canons esthétiques dominants.
Ce talent pour concilier les contraires constitue sans doute, aux yeux de ses critiques, la principale singularité de cette école espagnole. Le Louvre devient alors l'instance de consécration de cette école à laquelle le musée confère ses lettres de noblesse, ce qu'Henri Blas dénomme le baptême de la France. D'autant plus qu'en 1842, le musée parisien accueille la collection de 120 tableaux majoritairement espagnols que Lord Standish a légués à Louis-Philippe. Ces œuvres, étant exposées dans les salles adjacentes de la galerie espagnole, les spectateurs ne font sans doute pas la différence entre ces deux collections. Le Louvre abrite alors plus de toiles espagnoles que le Musée national du Prado à Madrid. Toutefois, une minorité de critiques conteste avec force l'existence d'une école espagnole. Selon le critique d'art de l'Écluse, l'Espagne ne se caractérise pas par une seule école, mais par plusieurs écoles bien différentes à Madrid, Valence, Cordoue, Grenade, Séville, des écoles régionales qui auraient été influencées de manière décisive par des écoles étrangères. Velázquez par Rubens et Titien, Zurbarán et Ribera par Le Caravage, tandis que le colorisme espagnol s'inspirerait de l'école vénitienne. Pour définir cette école espagnole, le critique Théophile Thoré prend l'exemple de cette Judith avec la tête d'Holoferne, attribuée à Francisco Zurbarán. Devant cette peinture grandiose, écrit-il, on revient facilement de l'aveugle préjugé qui accusait l'école espagnole d'un naturalisme sans élévation. Non seulement l'école espagnole ne s'est pas toujours traînée dans la réalité vulgaire, mais elle s'est élancée souvent jusqu'à la mysticité. Le dessin de la Judith est ferme et serré, quoique plein d'aisance et de souplesse. Il est à la fois simple et savant, sévère et pourtant gracieux. La couleur est sobre et en même temps chaude et abondante. Il n'y a pas beaucoup de maîtres dans toutes les écoles qui aient réuni de la sorte tant de qualités diverses et presque opposées. En dépit de sa prudence et de son exigence, le critique Thoré s'est laissé abuser par le classement du catalogue du Louvre. Judith avec la tête d'Holoferne n'a pas été réalisée par l'espagnol Zurbarán. Il est aujourd'hui attribué au peintre napolitain Massimo Stanzione. Ainsi, la détermination des spécificités de la soi-disant école espagnole par les critiques français s'est effectuée en partie à partir de tableaux qui n'ont pas été réalisés par des ressortissants espagnols. Plusieurs des peintures considérées comme les plus violentes, donc les plus caractéristiques de l'art espagnol, ont depuis été réattribuées à des artistes italiens. En systématisant l'usage de la catégorie école espagnole, les critiques français instituent la fiction d'un groupe homogène et cohérent auquel ils attachent des valeurs qui prennent sens par rapport aux caractéristiques supposées des autres écoles, italiennes et flamandes en l'occurrence. À l'occasion de la création de cette nouvelle galerie, les commentateurs parisiens définissent des canons esthétiques de la peinture espagnole qui excluent de facto des genres non représentés au Louvre, tels la nature morte, ou encore la peinture de cour du XVIIIe siècle. Ainsi, la critique accorde alors très peu d'attention à Francisco de Goya, dont l'œuvre ne correspond pas du tout à ces canons de la peinture espagnole. Le baron Taylor est le premier collectionneur hors d'Espagne à acheter des toiles de Goya. Le catalogue de la galerie attribue ainsi 11 œuvres à Goya, mort 10 ans auparavant. 4 d'entre elles ne sont pas exposées aux yeux du public, tandis que les œuvres présentes sont peu visibles, reléguées dans des coins obscurs de la galerie, selon les mots de Charles Baudelaire. A posteriori, on peut penser que Taylor et les conservateurs du Louvre ont censuré ces toiles, dont l'esthétique pouvait heurter les visiteurs comme le goût du roi des Français. Ils ont écarté ainsi cette vanité, intitulée « Les vieilles, le temps », acquise directement auprès du fils de l'artiste, Javier Goya. Cette toile met en scène une aristocrate et sa servante squelettique vêtues de somptueux atours.
Dans leur dos, Cronos, brandissant son balai, s'apprête à fondre sur elle. La flèche en diamant piquée dans la chevelure de la vieille dame blonde semble conférer une valeur politique à cette œuvre. En effet, Goya a peint exactement le même bijou en 1800 sur un portrait de la reine d'Espagne Marie-Louise de Bourbon-Parme. Les Vieilles, réalisées autour de 1810, seraient donc la métaphore d'un régime politique à bout de souffle face à l'invasion des armées napoléoniennes. Les conservateurs n'exposent pas non plus ce portrait du roi Charles III en habit de chasse, trop caricatural à leurs yeux, alors qu'il s'agit à l'origine d'une commande royale à Goya, peintre de cour, qui renouait en 1787 avec la tradition du portrait de roi en chasseur, illustré avec brio par le fameux Philippe IV de Velázquez. Les réceptions se révèlent donc très différentes, voire contradictoires en fonction des différents contextes politiques nationaux. En évinçant Goya, le Louvre prévient le courroux que ces tableaux pourraient provoquer chez le souverain. Louis-Philippe déteste en effet les caricatures politiques, qu'il interdit par la loi du 9 septembre 1835, réduisant ainsi considérablement la liberté de la presse et notamment le risque de possibles offenses à la personne du roi. Daté du 27 octobre 1837, à la veille de l'inauguration de la galerie, une lettre adressée à José de Madrazo par son fils, le peintre Federico de Madrazo, alors en formation à Paris, révélerait l'implication directe du roi lui-même dans la mise à l'écart des Goya. Le jeune Madrazo écrit « Le roi semble aimer les peintures que M. Taylor a apportées, sauf celles de Goya. Chaque semaine, il se rend au Louvre pour voir comment elles sont placées. » Alors, cette première occasion pour le public européen de découvrir le maître aragonais est totalement manquée, ou presque. En France, il jouit d'une certaine notoriété pour ses gravures, les caprices, considérées comme des bizarreries intrigantes, mais rares sont les commentaires sur ces toiles, du fait de leur faible exposition dans la galerie. On trouve quelques vives critiques sur sa facture, qui est tout sauf académique. Le journal du Charivari écrit par exemple « Quoi diable a pu valoir au tableau de Francisco Goya l'honneur d'être acheté au comte de la France ? Goya était un caricaturiste spirituel, mais un peintre fort ordinaire. Quelle idée de mettre la duchesse d'Albe à côté de la Sainte Ursule de Zurbaran. Mettez Goya dans les cartons, ne le placez pas dans les musées. » Toutefois, Goya suscite également quelques enthousiasmes. Théophile Gautier souligne l'excentricité du talent et de la technique de Goya, qui puisait la couleur dans des baquets, l'appliquait avec des éponges, des balais, des torchons, et tout ce qui lui tombait sous la main, il truellait et maçonnait ses tons comme du mortier, écrit-il. Jules Michelet, le tout nouveau titulaire de la chaire d'histoire au Collège de France, note dans son journal fin juin 1839 « Aujourd'hui, par exception, j'ai d'abord traversé le musée espagnol, bizarre, absurde, d'une fantaisie souvent barbare, souvent charmante. Un Goya m'arrête, l'enterrement d'un moine qu'on descend dans un caveau, la scène funèbre éclairée de durs reflets rouges d'une grande vigueur, d'un grand effet. » Ce tableau de Goya, intitulé « L'enterrement d'un moine », a aujourd'hui disparu. Voilà un autre tableau rapporté par Taylor et considéré comme indigne d'être exposé dans la galerie du Louvre. Il s'agit de la mise au tombeau réalisée par le peintre catalan Raim Huguet au milieu du XVe siècle. On peut admirer la façon dont il insère, à la manière des Flamands, des paysages naturels et urbains, Jérusalem sur la gauche, dans le fond de sa composition. Ce panneau faisait sans doute partie d'une prédelle de retable. Cette esthétique, qui tranche avec le reste de la collection Taylor, pousse les conservateurs du Louvre à classer cette œuvre dans l'école française. Une œuvre si peu considérée qu'on a oublié de la restituer à Louis-Philippe et qui demeure aujourd'hui encore au Louvre,
sous le titre de la déploration sur le Christ mort. Le musée espagnol ferme ses portes le 1er janvier 1849, à la suite de la chute de la monarchie de Juillet en 1848. Cette collection avait été acquise avec les fonds de la liste civile, allouée chaque année au roi par le gouvernement. Les œuvres sont donc restituées à Louis-Philippe, exilé en Grande-Bretagne, ou plutôt à ses fils, puisque le roi déchu meurt en août 1850. Au cours d'un long processus, le Louvre transfère en Angleterre les œuvres du musée espagnol et de la collection Standish entre octobre 1850 et juillet 1851. Et la famille de Louis-Philippe décide de vendre aux enchères l'ensemble de la collection chez Christie's, à Londres, en mai 1853. Cette collection est alors dispersée dans les capitales européennes, à Munich, Dresde, Berlin, Londres, Budapest, Vienne, Saint-Pétersbourg, puis aux États-Unis. La moitié de ces œuvres n'ont toujours pas été localisées. Alors pourquoi le gouvernement républicain français n'a-t-il pas essayé de conserver ces tableaux ? Charles Baudelaire, qui fréquente très assidûment ce merveilleux musée espagnol, comme il l'appelle, raille 15 ans plus tard le respect abusif de la propriété par la stupide République française. Même récrimination chez Gustave Flaubert, qui, dans l'Éducation sentimentale, invente le personnage de Pèlerin, un peintre marqué comme nombre d'artistes parisiens du milieu du siècle par la collection Taylor. Flaubert écrit « Pèlerin en voulait à la Révolution à cause du musée espagnol, définitivement perdu. C'est ce qui l'affligeait le plus comme peintre. » La Seconde République aurait donc pu verser une indemnité à Louis-Philippe pour intégrer cette collection au domaine public. Et l'historien de l'art Jacques Thuillier affirme que les républicains ne souhaitaient pas accueillir ce souvenir du roi au cœur de Paris. La mauvaise volonté des élites républicaines n'est sans doute pas seule en cause. Après la fuite de la famille royale, la restitution de ces collections à Louis-Philippe n'est pas inéluctable. En 1850, le ministère des Finances tente de réintégrer ces œuvres dans les collections nationales. Mais Camille Fin, l'ancien secrétaire de cabinet du roi, défend avec talent les droits de propriété de Louis-Philippe, à qui finalement le Conseil d'État donne raison. Mais cela aurait pu se passer autrement. Un accord aurait pu intervenir afin de maintenir le musée espagnol au Louvre. Apparemment, Louis-Philippe n'y était pas défavorable, à condition d'être dédommagé, comme l'atteste cette lettre adressée à son collaborateur Camille Fin. Il ne faut pas trop se presser de retirer les tableaux du Louvre, ce qui pourrait avoir un mauvais effet sur le public artistique. Et je ne voudrais pas que ce retrait eût lieu avant que le gouvernement eût refusé de prendre cette collection en compensation d'une partie de mes dettes envers l'État. Je voudrais que ces tableaux espagnols fussent pris en acquittement d'une portion des droits qui sont dus à l'État sur la succession de ma sœur. En lui offrant cette acquisition à un taux très raisonnable, comme je vais vous le dire de le faire, je m'exonère du blâme d'avoir privé la France d'un des plus beaux ornements du musée du Louvre. Et ce blâme retombera nécessairement sur le gouvernement, puisque le refus de mon offre ne justifiera que trop la dispersion et la vente que je ne serai inévitablement contraint de faire, ne fût-ce que par l'exigence naturelle de mes créanciers. L'ampleur de l'influence exercée par cette collection espagnole sur les artistes français demeure très discutée. Il existe un débat binaire entre deux camps. D'un côté, les tenants de la thèse maximaliste, ceux qui, comme Tintero et Baticle, affirment que le musée espagnol a eu un impact décisif sur le réalisme français. Et puis de l'autre, les promoteurs de la thèse minimaliste, comme Alissa Luxemberg, qui considèrent que ce musée n'a eu quasiment aucun impact sur les artistes français. En fait, ces chercheurs, conditionnés par une histoire héroïque,
tente de comptabiliser les rares témoignages de grands peintres qui ont exprimé ici ou là leur dette à l'égard du musée espagnol. Il cite par exemple Jean-François Millet, qui écrit à son ami Alfred Sancier « Je vivais au Louvre, au musée espagnol, au musée Standish, au dessin, et mon attention se portait toujours sur les toiles qui exprimaient justement et fortement. J'ai aimé tout ce qui est puissant. » On se focalise aussi sur les quelques chefs-d'œuvre français inspirés par des toiles conservées au musée espagnol, à l'image des Mayas de Goya et du Saint-François de Zurbarán, qui servent de modèle au balcon et aux moines en prière d'Édouard Manet. Manet qui, enfant, a visité plusieurs fois la galerie espagnole en compagnie de son oncle. Ce qui est certain et qui mérite désormais toute l'attention des chercheuses et des chercheurs, ce sont les dizaines de milliers d'anonymes qui étudient intensivement ces œuvres espagnoles pendant les 10 années d'ouverture de la galerie. Il s'agit notamment des nombreux copistes, amateurs, étudiants et artistes qui s'appliquent à reproduire les œuvres des maîtres espagnols. La presse rend compte de ce phénomène à l'occasion de la visite de la galerie espagnole par le roi Louis-Philippe le 9 novembre 1837. On comprend très bien que le roi éprouve souvent le désir de visiter ses travaux. C'est là, à lui, sa récréation. Samedi dernier, Louis-Philippe visitait ses travaux. C'était à l'heure où les jeunes artistes qui étudient les ouvrages des grands maîtres étaient à leur besogne. 1000 à 1200 artistes des deux sexes, de tous les pays du monde, étaient à leur chevalet. C'était un coup d'œil ravissant. Alors même si le journaliste du temps exagère, on sait que la présence nombreuse des copistes est encouragée et financée par l'État. Ainsi, à partir des années 1840, les copies d'œuvres espagnoles s'exposent dans les églises et les musées un peu partout en France. Si la majeure partie d'entre elles demeurent dans des réserves et des collections privées, ces copies ont largement contribué, comme les gravures dans les livres et la presse, à la diffusion de l'art espagnol en France. Un Louvre hors les murs, en quelque sorte. Pour conclure, sans surestimer l'impact de la galerie espagnole sur le devenir de l'art en France, cette courte expérience a sans doute convaincu la direction des musées nationaux de la grande valeur de cette peinture espagnole. Ainsi, dès 1852, le Louvre acquiert l'Immaculée Conception de Murillo, acquisition spectaculaire puisqu'il s'agit de la plus chère qu'ait jamais connue le musée. En outre, le musée espagnol a sans doute cristallisé l'idée d'école espagnole, dont Charles Baudelaire a résumé a posteriori la portée intellectuelle. Le musée espagnol, écrit-il, est venu augmenter le volume des idées générales que vous devez posséder sur l'art. Car vous savez parfaitement que, comme un musée national est une communion dont la douce influence attendrit les mœurs et assouplit les volontés, de même, un musée étranger est une communion internationale, où deux peuples s'observant et s'étudiant plus à l'aise se pénètrent mutuellement et fraternisent sans discussion. Ici, le poète souligne à raison la dimension relationnelle, la dimension internationale de l'histoire de l'art de chaque pays, dont l'habitus national se construit par rapport à ses voisins. En revanche, dans les faits, cette mission civilisatrice de la France s'est avérée totalement contre-productive, puisque le gouvernement a été incapable de conserver ses œuvres, dont la moitié ont disparu dans la nature. Au total, cette mission ordonnée par Louis-Philippe a été surtout une bonne affaire pour ses principaux acteurs. D'abord pour la famille d'Orléans, qui a réussi à transformer les subsides du gouvernement français en biens personnels. Ensuite pour le baron Taylor, qui, au terme de sa mission fin 1837, est récompensé en étant nommé inspecteur général des établissements des beaux-arts. Sa promotion éclair révèle bien la paradoxale relation étroite entre conservation et prédation tout au long du XIXe siècle. De même, côté espagnol, le principal broker de Taylor,
le peintre José de Madrazo, loin d'être considéré comme complice d'un trafic d'œuvres d'art, est promu fin 1838 directeur du Musée national du Prado. L'ambivalence comme la potentialité de ce musée espagnol sont parfaitement résumées par l'historien Modesto Lafuente. Cet historien espagnol visite le Louvre en 1841. Il confirme le succès de la galerie espagnole en décrivant les nombreuses demoiselles qui copient les toiles de Murillo, mais exprime ensuite avec élégance les sentiments mêlés que suscite cette galerie. Cette galerie qui est, écrit-il, ce qu'il y a de plus intéressant et de plus curieux pour un Espagnol dans le palais du Louvre, et je ne sais si je dois dire le plus pénible ou le plus agréable, car peine et plaisir s'y éprouvent simultanément. Je vous remercie de votre attention.